Merci les filles pour avoir répondu présent pour cette intervention. Merci à toi. C'est Oups. l'heure de l'apéro. Ouais, on va. Du coup, l'idée, c'est de refaire un petit peu la même présentation, mais cette fois-ci pour parler un petit peu de vos événements, de la gestion de vos bénévoles, de vos accrédités si vous le faites un petit peu. C'est moins courant dans les événements sportifs type mass event, on va dire. Je ne sais pas, Laurie, tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, sur ce que tu fais? Tout à fait. Enchantée. Moi, c'est Laurie. Ça fait 3-4 ans donc, que je participe au Recruit Days et ça va faire 5 ans que je travaille pour l'entreprise Execo Communication. Donc, pour vous présenter en quelques chiffres, on a 5 à 6 événements outdoor. On a aussi une activité d'événements entreprise. On a aussi du coaching sportif avec des chefs d'entreprise et on a une entreprise, une activité de voyage donc, à l'étranger avec des trails. Donc voilà, on a une communauté de 6500 bénévoles, donc nous on est vraiment basé sur le Grand Ouest, donc ça va aller de Dinard jusqu'au Havre pour ceux qui connaissent un peu la Normandie. Donc à côté des Bretons souvent. donc voilà. Donc pour vous présenter, on est sur une activité donc à partir d'avril jusqu'au mois d'octobre. Donc là on est vraiment en full opérationnel. Et puis le côté hiver, on va être plus sur du plan de stratégie où on va être sur la conception de projets, la recherche de nos bénévoles, de nos partenaires. Donc voilà. J'ai mis quelques chiffres notamment sur les différents événements. Donc sur le Rock and Trail, donc on n'a que 200 bénévoles, donc c'est un tout petit événement. En fait, on rassemble une course de 24 heures, donc sur une boucle de 7 km qui doit être finie en 1 heure. Et on a 200 bénévoles, mais qui sont là pendant 24 heures. Donc on a des ravitaillements, ça va être de 3 heures jusqu'à 5 heures. Donc on a vraiment une rotation pendant 24 heures. On a aussi le Have Urban Trail, donc vous pouvez voir juste la photo à droite, donc qui représente à peu près 6000 participants. On a 4 grands événements, donc 4 grandes courses, pardon, excusez-moi. Et on a notre plus grand triathlon, donc le premier triathlon de France, donc avec 10 000 participants, le triathlon de Deauville. Je pense que certains peuvent connaître et on rassemble plus de 2000 bénévoles. Donc c'est notre bébé à nous, comme on peut dire. Et on partira sur des trails urbains sur Caen pour découvrir toute la ville de Caen. Donc on passe dans des lieux emblématiques, on passe par la patinoire, on passe par d'autres lieux et on rassemble 1050 bénévoles et le triathlon de Dinard donc qui ramène 1850 bénévoles et on vient d'avoir en one shot les championnats de badminton cette fois-ci qui est en outdoor. Donc cette année on va passer aux accréditations, Ben. Magnifique. Voilà pour ce petit tour. Merci Laurie, donc du coup tu gères tout ce petit monde avec Whiskou. Tout à fait, et puis l'avantage qu'on a, c'est qu'on est dans tout le Grand Ouest et ça veut dire que d'un événement à un autre, on peut vaciller avec tous nos bénévoles. Souvent, on a tendance à être accrochés à nos bénévoles et nos bénévoles sont aussi accrochés à nous, donc d'un événement à un autre, on arrive à les retrouver. Merci Laurie. Du coup, hop là. On va passer à toi maintenant pour Playground. Juste avant de débuter, j'ai l'impression que l'événementiel sportif et la course à pied, ça connaît pas la crise en ce moment. Non, pas en ce moment. Pas en ce moment. Ça veut dire quoi, pas la crise? On est dans une belle période. Ok. Bon, tu peux nous en dire un petit peu plus du coup sur Playground? Ouais. Playground, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société du coup d'événementiel sportif avec plusieurs pôles d'activité. On a un pôle qui s'appelle Grands Événements. C'est celui pour lequel on a créé l'agence en 2017, qui vient en soutien d'organisateurs de grands événements sportifs internationaux sur des logistiques de services aux populations.
en termes de transport, logistique, hébergement, restauration. Donc on a une vraie expertise au niveau du transport, puisqu'on a par exemple pour le Paris 2024, on a eu 15 missions liées au transport pendant les Jeux, et après on a des événements récurrents type Roland-Garros, 24 heures du Mans, le Trot, qu'on gère à l'année. Les événements grand public, du coup, moi où je travaille principalement, le pôle outdoor comme on l'appelle, on a à peu près 15-20 événements à l'année sur tout le territoire français. Donc ça va de Reims à Toulouse, Marseille, on a des événements en Normandie également. Donc voilà, on bouge pas mal. C'est notamment ce pôle-là où on a notre plus grosse activité bénévole, puisque tous nos événements tiennent aussi, on peut le dire, tiennent la route grâce à notre visier de bénévoles. On a aussi 2 autres activités. On a une activité qu'on a lancée l'année dernière suite à Paris 2024 qui porte les nouvelles disciplines et les nouveaux formats de compétition. Donc nouvelles disciplines, par exemple, on a livré les championnats d'Europe de flag football en septembre dernier, qui est un des nouveaux sports pour les prochains Jeux Olympiques. Et on organise notamment au mois de décembre un festival international de fléchettes à Caen. Voilà. Ok. Tu sors tout juste du marathon de Toulouse qui c'est la deuxième édition, c'est ça? Vous avez fait combien de coureurs? Deuxième édition, 37 000 participants. Ok. Avec un 10, un semi, un marathon et des courses pour les enfants. Ok, donc ça fait du monde. Ouais. Laurie, elle nous disait tout à l'heure que son vivier de bénévoles était essentiellement sur la même zone géographique. Là, je regarde la carte et je me dis c'est plus complexe chez toi du coup. Ouais, nous le plus complexe c'est qu'on a donc un vivier de bénévoles à l'année qui est. Alors on a des événements, par exemple en Ile-de-France, on a plusieurs événements à l'année, donc on arrive à recruter les mêmes bénévoles et à les faire vivre tout le long de l'année. Mais c'est vrai qu'à Toulouse, par exemple, aujourd'hui où on n'a qu'un seul événement qui est début novembre, ces bénévoles-là, on a une relation très saisonnière avec eux puisqu'on ne les voit qu'une fois par an et on n'a rien pour les faire vivre à l'année. Alors si on essaye de faire toujours des petites soirées, des petits trucs au cours de l'année, mais c'est vrai qu'on n'a pas de quoi les faire les mobiliser toute l'année, quoi. Tu fais par exemple justement quand tu fais un événement, ton trail à Aix ou ce genre de choses, tu arrives à... Je sais pas, est-ce qu'en mois de janvier, tu fais la galette des rois avec les bénévoles de Aix? Est-ce que tu descends Alors pas à Aix du coup, mais par exemple à Reims, qui est un événement qu'on organise, Reims Champagne Run mi-octobre. Donc on fait un apéro bénévole en général dans la semaine, avant le week-end, pour un peu voir tout le monde, se présenter. S'ils ont des dernières questions sur leur mission, c'est le moment. En général, on fait ça mercredi soir ou jeudi soir, avant notre gros week-end de rush. Et en général, le deuxième semaine de janvier, on fait une énorme fête galette des rois avec tout le monde. Mais donc du coup, c'est vraiment des bénévoles. J'imagine ton bénévole qui est à Aix, il va pas forcément aller à Toulouse. Alors, est-ce qu'ils se sentent attachés à Playground ou ils se sentent attachés à l'événement en soi? Tu vois ce que je veux dire? Alors ça dépend. Par exemple, Reims, on a des bénévoles d'Île-de-France qui viennent faire l'événement de Reims parce que ça reste pas très loin et très accessible en transport en commun ou par voiture. Après, c'est vrai que les bénévoles de Aix-Marseille, on ne les revoit pas à Toulouse, on ne les revoit pas à Paris. C'est comme ça, donc c'est vrai qu'on a des viviers de bénévoles sur des ancrages très territoriaux qui ne sont pas forcément... Donc nous, nos bénévoles, quand on envoie une newsletter, on ne peut pas y envoyer une newsletter à tous nos bénévoles, ça n'aurait pas de sens. Okay. Donc on a vraiment des cibles et des populations bien dédiées ou du coup des newsletters dédiées par territoire. Okay. Bon, à Reims, tu leur offres une bouteille de champagne à tes bénévoles, c'est pour ça? Une coupe normalement. Une coupe, ok. Ouais. Du coup, Laurie, on revient chez toi. Ton gros événement, c'est le triathlon de Deauville, tu l'as dit, c'est 10 000 triathlètes, c'est le plus grand triathlon de France, et c'est 2000 bénévoles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est dans les invités d'aujourd'hui, on est à peu près à 50-50% entre festival et événements sportifs. Ce que j'ai remarqué, parce qu'on accompagne quand même pas mal d'événements, et ce que j'ai quand même remarqué, la gestion des bénévoles sur un festival, il y a beaucoup plus de bénévoles, mais elle est beaucoup plus simple que sur un événement sportif. Pourquoi? Parce que sur un triathlon, il y a des zones de nage, il y a un parcours vélo, on doit mettre des signaleurs. Un signaleur, c'est se faire gueuler dessus à 5h du mat parce qu'on bloque un rond-point. C'est ce que je dis souvent, c'est toujours moins fun que de tirer une bière en train de regarder Michael Moore. Je pense qu'il y a forcément une difficulté dans les festivals, bien évidemment, pour recruter. Ça, je pense que le recrutement, on l'a tous. Nous, c'est vrai que par rapport à des festivals qui peuvent afficher complet au niveau de leurs bénévoles,
je sais pas toi, mais nous, on est toujours à la recherche de bénévoles. On a toujours un signaleur qui manque à un coin de rue ou un bénévole qui ne vient pas ou qui a oublié de nous prévenir. Donc c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de nos bénévoles qui sont sacrés, notamment sur nos routes. Sur le triathlon de Deauville, ça représente 450 bénévoles, voire 500. Donc, qui vacillent les routes du Pays d'Auge. Donc c'est vraiment l'élément clé de l'événement, parce que sans eux, malheureusement, on a des intrusions sur route, on a tout ça. Et la sécurité des participants, elle est primordiale. Du coup, quand tu dis que tu as à peu près 500 signaleurs, ça veut dire que tu as 500 missions différentes avec une localisation différente. On l'a vu ce matin dans les fiches de poste que tu produis. Tu as 500 images différentes. Alors, faut pas changer de parcours souvent du coup chez toi. Non, je demande à la direction sportive d'éviter de changer les parcours. Donc normalement, c'est souvent similairement les mêmes. Mais c'est vrai que un signaleur, on arrive à faire différents créneaux. Mais pour le coup, on a une fiche mission par signaleur. Donc un bénévole par fiche mission. Et donc en fait, il vient directement se positionner à son point. Bien évidemment, on fait des réunions en amont. On a vraiment une réunion directement dédiée pour les signaleurs pour pouvoir en parler. Mais par contre, c'est eux qui vont se positionner sur leur point. Donc, comme disait Ben, sur les fiches d'affectation, on doit être le plus précis possible au niveau du point GPS mais aussi de la circulation, parce que j'ai demandé les flèches. j'ai beaucoup demandé les flèches, mais c'est vrai que quand on reçoit notre fiche mission et qu'on ne sait pas par quelle route va passer notre vélo ou notre coureur et qu'on l'envoie à droite alors que c'était à gauche, et c'est compliqué après pour le PC course. On se fait un peu taper sur les doigts. Merci. Manon, sur la typologie, toi, tes bénévoles, on va en parler. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans le sport, tu as des bénévoles individuels qui s'inscrivent individuellement et qui viennent aider sur ton événement. Et on constate beaucoup une grosse évolution des bénévoles associations. Tu peux nous en dire un petit peu plus, comment c'est structuré chez toi ? Alors, donc oui, il y a une partie Alors nous, on a plusieurs, on va dire, canaux de recrutement pour les bénévoles. Souvent, les bénévoles individuels, ils s'inscrivent d'eux-mêmes via le site internet ou via nos réseaux sociaux de la course, parce qu'on a fait un post Instagram, Facebook ou je ne sais quoi, recherche de bénévoles. Et après, on a toutes ces associations du coup locales qu'on essaye du coup d'accrocher avec nous et d'emmener avec nous dans cet événement et de le faire vivre. Et du coup, le projet est porté par l'association qui mobilise en interne ses membres, ce qui fait qu'ils se connaissent déjà tous. Il y a quand même une cohésion qui est beaucoup plus simple que d'aller chercher 15 participants individuels à venir devenir bénévoles. Et comment ça marche ? C'est l'association qui toque à la porte, ou c'est ton responsable bénévole qui va aller prendre contact justement de façon proactive auprès d'une association et leur dit coucou, on organise le Running Reims, etc. Comment ça se passe ? Alors ça dépend, il y a les deux. Des fois, c'est même les villes avec lesquelles on travaille qui nous demandent d'impliquer les associations locales. Donc on va toquer, donc la ville toque pour nous auprès des associations locales en disant ça serait sympa d'aider. Après, on prend aussi contact avec des associations locales en présentant le projet. Nous, du coup, on est parti dans une logique de redistribution un peu au niveau de l'association. On ne rémunère pas le bénévole, mais du coup, on défraie l'association pour un projet associatif X ou Y. Par exemple, sur Montpellier, on a les Restos du Cœur qui sont très investis au Montpellier Run Festival. Et donc, tous les ans, on verse une enveloppe à destination des Restos du Cœur parce qu'ils ont tenu les X ravitaillements de la course, etc. C'est quoi ? C'est en fonction du nombre de bénévoles, du nombre de jours ou c'est plutôt... Pas forcément. Alors, c'est souvent une enveloppe globale. Tu vas pas compter... On évite de le faire. J'ai bien suivi le truc URSAF. Non, mais globalement, on essaye aussi de desservir des projets. On fait aussi beaucoup bosser des associations étudiantes avec les BDE. Régulièrement, du coup, on a des nouvelles 4-5 mois après de ce qui est devenu l'argent qu'on leur a versé. Du coup, nous, on a organisé une soirée étudiante, nous, on a fait un arbre de Noël, nous, on a fait ceci, cela. C'est toujours intéressant, surtout nous, qui avons des événements un peu partout en France, c'est toujours intéressant de voir comment l'argent est redistribué en local et comment il est utilisé, quoi. Laurie, toi, sur cette partie-là, c'est un peu le même constat, c'est bénévolat individuel et bénévolat asso ?
Nous, on a beaucoup de bénévoles individuels pour le coup. On a un gros travail sur l'individualisation. On passe beaucoup par les réseaux sociaux sur la recherche, les groupes Facebook notamment. Donc on va rechercher tous les petits groupes Facebook, les groupes privés pour partager. Parce qu'au final, la diffusion entre eux, c'est hyper important. On essaye d'avoir le bouche à oreille entre eux. On travaille bien évidemment aussi avec des associations locales. Donc que ce soit notamment pour la partie signaleur. Donc voilà, et on travaille très peu avec les écoles parce qu'on n'a pas de chance. Nos événements tombent souvent sur les examens. donc voilà, concernant notre typologie individuelle, bien évidemment, on a une population plutôt vieillissante, notamment sur les parcours. Merci les JO, on a eu de plus en plus de jeunes qui souhaitent s'inscrire. Et on met en avant aussi le fait de mettre ceci dans le CV. C'est très important, donc c'est vraiment un atout pour eux. On fait aussi des attestations de bénévolat via la solution. Donc, on en fait des choses avec cette solution. À chaque fois qu'on l'envoie à tout le monde, comme ça au moins ils ont leur attestation et on le valorise sur Parcoursup, sur autres. Donc c'est comme ça qu'on arrive aussi à avoir des étudiants. Et on a aussi des actifs qui veulent rencontrer du monde parce que le social reste très important. Donc au final le bouche à oreille, j'ai rencontré un tel m'a dit ça souvent et puis aussi après découle toute la fidélisation. Okay. C'est marrant quand tu dis il s'engage pour le mettre sur un CV. Je vois que Flore t'es là et je me rappellerai toujours que toi, Flore, sur le marathon de Paris, tu m'as dit que tu recrutais ton équipe. C'est des bénévoles qui sont sur le marathon de Paris et tu regardes comment ils travaillent et c'est toi qui vas leur proposer une alternance par exemple, ou un stage. C'est un petit peu ce que tu m'as dit sur ton recrutement, non ? Ouais, en fait, chaque année, on a une sorte de petit partenariat avec STAPS à Nanterre. Ok. Et en fait, on mobilise des étudiants bénévoles et à chaque fois, on engage des référents qui sont eux-mêmes étudiants. Et en fait, chaque année, une équipe voilà. Ok. Ça montre aussi une valorisation. De donner son temps, ça peut aussi déboucher à des belles histoires. Il y avait une question qui était assez sympa ce matin parce que quand vous allez gérer des bénévoles, vous allez mettre des humains, des gens en interne, des équipes chez vous. Le bénévole, vous allez lui donner une dotation, vous allez lui donner à manger, etc. Bon, il y avait une question qui était intéressante, c'est combien vous consacrez en budget sur la partie bénévolat, sur le budget global d'un événement. Est-ce que vous le calculez ? Ça, c'était Rece Cross que tu nous avais demandé ça ce matin. Est-ce que vous avez cette démarche-là de vous dire, tiens, quand je lance un événement, j'imagine que oui. Est-ce que vous avez cette réflexion et vous savez à peu près combien ça représente ? Alors nous, ça dépend vraiment de nos projets. On a vraiment différents projets, donc chaque budget va être alloué. Donc on va vraiment avoir une toute petite partie vraiment dédiée pour les bénévoles. Mais au final, ça va être plus du contact. Donc l'argent, ça fait très peu pour nous. Si à la rigueur, sur des animations, admettons, notamment sur le triathlon de Deauville, je me suis inspirée des festivals. Nous, on a un QG bénévole donc, sur le triathlon de Deauville où on a toute la partie restauration. Et on a une partie animation où on a acheté des jeux, donc des jeux de palais, des jeux de cornhole. Donc au final, on va avoir 100 € de dépenses de jeux, mais ils vont être heureux, ils vont faire une partie de palais pendant leur pause et ils vont revenir. Donc nous, le budget, il est rarement explosé, à part, et encore, on a aussi les réunions de remerciements, les réunions de mobilisation où ça rentre en compte. Mais souvent, on a toujours des restes, des paquets de chips, on a toujours des choses comme ça. Donc ça rentre dans un budget pour nous. Okay. Du coup, je vais compléter, mais c'est à peu près la même chose. Nous, la seule différence, c'est qu'on a des événements où on est propriétaire, on fait ce qu'on veut, et d'autres événements où on est co-organisateur avec une ville ou avec une autre entité et où on ne fait pas ce qu'on veut et on est tributaire un peu de l'autre partie. Okay. Mais oui, nous, ce qu'on regarde, c'est qu'ils aient à manger tous les jours, qu'il y ait un petit déj tous les jours, que tout le monde ait une dotation. Alors forcément, l'hiver, on essaye de mettre un pull, l'été, un t-shirt, enfin, on essaye d'adapter. Et après, nous, typiquement, sur Reims, l'année dernière, on a reversé 15 000 € à
à tous les programmes bénévoles et à toutes les associations qui nous accompagnaient. Okay. Donc, voilà. Super intéressant. Je change de sujet, pardon. J'ai remarqué justement sur l'événement de Reims, on a un exemple de fiche d'affectation ici. Alors c'est ta Respo bénévole qui fait ça, mais je pense que tu es au courant. C'est que vous voyez ce petit QR code, donc le bénévole, il reçoit par SMS ou par email sa fiche de poste. Les informations sont claires, il sait ce qu'il fait, on peut dynamiquement, il y a le nom des responsables, ses coordonnées qui vont se mettre à jour. Et je sais que quand le bénévole arrive, vous, avec le téléphone mobile et notre solution de contrôle d'accès, qui gère aussi du pointage, c'est vous scannez le QR code pour remonter les pointages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en temps réel, quand tu débutes ta course, est-ce que les gens ont pointé ? C'est vraiment de l'information en temps réel qui doit vous aider énormément, j'imagine. Alors oui, alors ça permet en fait nous on peut pas, notre responsable bénévole elle peut pas être partout et du coup c'est vrai que ça lui permet de faire remonter de l'info assez facilement, assez simplement. Donc typiquement sur Reims on a je crois 12 ravitaillements parce qu'on a un ultra trail de 90 km, donc ça lui permet en fait d'avoir en temps réel l'accueil bénévole qui se déroule sur tous les points de ravitaillement et de voir si vraiment il y a un point de ravito où il se rend compte qu'il n'y a rien qui scanne, pas tout de suite en fait elle peut appeler le responsable ravitaillement en disant personne n'est scanné, est-ce que c'est normal ? Alors, il a peut-être juste pas eu le temps, oui c'est normal mais tous mes bénévoles sont là, ou bah non là j'en ai qu'un, et dans ce cas là elle peut réagir en disant bah là sur un ravito il y en a 15 qui ont été scannés alors que j'en avais que 10 qui étaient prévus, bah je t'en envoie 5 et réaffecter comme ça les membres un peu au dernier moment au pied levé, ça permet d'ajuster si... C'est-à-dire que la solution vous en servez vraiment pendant l'exploitation, de se dire bah tiens j'ai ma vue avec toutes les personnes qui sont censées être affectées mais qui n'ont pas encore pointé par exemple. J'ai leur numéro de téléphone, je leur passe un coup de fil, donc vous en servez vraiment en temps réel, quoi. Alors pendant oui, après ça nous sert aussi un peu de données pour l'après, vu qu'on défraie les associations, ça nous permet aussi de savoir si une association qui s'est engagée pour un projet associatif est vraiment venue, ou si c'était du pipeau et ils ne sont pas du tout pointés, quoi. Ok. Tu fais pareil toi, Laurie ? Non, toi, tu fais confiance. Non, moi je fais confiance. Désolée. Non, je pars du principe où on fait confiance aux bénévoles. Après, sur notre partie course notamment, on a des responsables de secteur donc, qui s'occupent. Donc on a différents secteurs et donc vont nous alerter, savoir si là il manque un bénévole. Donc ils nous alertent et souvent en plus de ça, nous on a des personnes volantes qui sont avec nous. Et donc, si c'est sur les parcours, on a des motos dédiées à ça pour remettre des bénévoles directement sur les parcours ou sur les points où il n'y en a pas. Ou sinon, sur les ravitaillements, on arrive à compenser en fonction des temps de rush. Et si les volants sont partis, malheureusement, sur les parcours, on arrive à compenser parce que d'un ravitaillement à un autre, les temps de rush sont rarement les mêmes. Et donc, je connais à peu près la plupart de nos bénévoles, donc ça me permet de les appeler et me dire bon bah toi tu vas là, le temps de donner le coup de rush. Donc voilà. Tu fais un petit peu comme ce qu'on voit beaucoup sur les festivals, c'est d'avoir des sortes de réservistes que tu peux mobiliser à tout moment dès qu'il y a. Ok. Tout à fait. Vous faites pareil aussi du coup Alors oui, on fait pareil, sauf que du coup, on les affecte en général la veille au soir quand on reçoit les annulations des uns et des autres. Ouais. Donc en fait, jour J, on n'a plus de spare. Il est déjà utilisé, cramé de la veille, donc voilà. Le no-show. On parlait de l'événement live. Je sais que, je me rappelle Laurie, c'est il y a 2 ans, vous avez eu une tempête sur le triathlon de Deauville. Alors moi, j'étais inscrit dans la plateforme dans WizCrew, mais juste par test, mais j'avais les coordonnées. Et un dimanche matin à Montpellier, je reçois un SMS, grosse tempête. On arrête tout, protégez-vous, rentrez dans les... Samedi. Alors ça a été un peu l'engouement, ça a été le choc. On a eu la petite tempête avec un petit ouragan qui est passé par la plage de Deauville. Et la bonne idée a été aussi, ils ont ramené plus de 10 000 personnes sur la plage de Deauville, en plus du triathlon de Deauville où on accueille déjà 30 000 spectateurs. Et donc, il y a une grande tornade qui s'est déclenchée sans même savoir. On était encore en compétition, donc c'était un longue distance. Et malheureusement, ça a fait un gros mouvement de foule.
Donc pour le coup, tout le monde est remonté de la plage et on avait nos coureurs qui étaient en course. Tempête de sable, donc malheureusement on voyait plus rien, des enfants perdus. Ça a été un peu chaoté. donc voilà, et on a eu des tentes qui s'envolent. Donc c'est vrai qu'on avait notre chargé de sécurité qui était là, donc qui a vraiment réussi à sécuriser la chose. On avait nos secouristes qui ont pris en charge vraiment toute la partie tente. On avait sécurisé tous nos bénévoles dans une tente dédiée. Donc quand on dit issue de secours ou quand on fait point de rassemblement, même sur nos événements, ça sert. Parce que tout notre point de rassemblement était vraiment dans notre tente QG bénévole, où c'est là où on peut où tous nos bénévoles peuvent accéder. Et donc on a dû annuler la course en vitesse. Le lendemain, les dégâts étaient là malheureusement. Et tous les bénévoles sont revenus main dans la main, nous ont aidés à tout relever et on a pu continuer. On a donné le départ du dimanche après-midi grâce à eux. Donc je pense que sans eux, on n'aurait pas été là. Belle histoire. Justement, cette communauté de bénévoles ex-aequo, tu la fédères comment à l'année Alors nous, je pense que pour le coup, au niveau de la fidélisation, on essaye de mettre le paquet. Donc tout d'abord, on passe par un recrutement. Donc comme je vous disais, sur la partie des réseaux, sur l'appel aux anciens bénévoles de l'année dernière ou des années précédentes. Désolé, la RGPD. donc on fait souvent appel. Et puis après, on essaye de mettre en place des réunions de mobilisation. On met aussi des campagnes email, on les tient toujours au courant, on les tient informés. On a mis un groupe WhatsApp en place. Merci la RGPD. Mais non, on a mis là un groupe WhatsApp aussi en place qui nous permet en fait d'avoir de l'information descendante. Donc tous les bénévoles vont savoir où est le premier, quand ils vont arriver, où on en est. Donc ça permet d'avoir toujours une communication. On a aussi mis en place des dotations valorisantes. Donc ça veut dire que si tu vas être bénévole la première année, tu vas avoir ton premier t-shirt. On a décidé d'année en année de ne plus changer de t-shirt, mais d'avoir toujours les mêmes t-shirts. Mais par contre, si tu viens d'année en année, on va créer la boutique, par exemple, du triathlon. Donc, tu vas être habillé de la tête aux pieds, comme a pu se faire au JO, où ils ont directement tout donné. Mais nous, en fait, c'est comme ça qu'on arrive à créer la fidélisation. Donc, cette année, par exemple, ceux qui ont été là depuis des années, ils ont eu une veste. L'année prochaine, on mettra en place des chaussettes. Mais si tu ramènes pas ton t-shirt, donc tu pourras pas forcément avoir cette nouvelle dotation. Et au moins, il y a aussi ce sentiment un petit peu de fidélité. C'est ah, t'as été là. Ah moi aussi j'ai été là. Donc c'est ta carte de fidélité en fait. C'est ça. Et on veut mettre un coup de tampon, c'est une casquette, c'est des chaussettes. Tout à fait. Donc on a ça. On a aussi la partie animation. On essaie vraiment de mettre en place des photobooths. Vraiment on est très actifs avec eux. Donc et la communication, on est tout le temps en train de parler avec eux et je reçois 10 000 appels. C'est Laurie. Donc voilà. On parlait tout à l'heure, il y avait le réseau des coordinateurs de bénévoles qui parlait un petit peu de ce nouveau métier, pas vraiment nouveau, mais de coordonner des bénévoles. Chez Playground, ça représente, c'est combien de personnes sur ce service-là ? 2. 2 personnes, ok. Mais 2 personnes très investies. Okay. Après, pour 15 événements ? Oui. Ouais. Pour 15 événements. Après, c'est vrai qu'ils ne sont que 2, mais nous, on est en back-office pour faire avec eux toutes les fiches missions, tous les horaires. Pareil, nous, alors c'est nouveau de cette année, mais jusqu'à maintenant, on n'avait pas les signaleurs de recrutement. Okay. Ils étaient à part. Okay. Donc là, on les a intégrés à l'automne en plein milieu des événements. C'était la meilleure des idées. Mais donc voilà, on rajoute petit à petit. Et nous, toute cette partie, on va dire signaleur, n'est pas gérée par les responsables bénévoles, mais gérée par les responsables parcours. Ok. Donc en fait, ils ne sont que 2, mais ils ne gèrent pas tout. Ils gèrent pas tout seul en fait. Okay. Que toi, tu as les parcours, Laurie. Oui. Ok. Et moi, j'ai les parcours, mais il y a aussi une délégation avec la direction sportive. On est vraiment plusieurs. Okay. Donc au final, c'est un outil que vous utilisez, que toute l'équipe utilise chez vous, dans vos agences.
Moi, pour ma part, pas du tout. Ok. Je suis la seule à utiliser Recruteur. Je pense qu'ils sont anti-recruteurs, les miens. Ok. La délégation, c'est compliqué, mais nous, ce qu'on fait, c'est que j'essaye de faire des temps avec eux. Donc, avoir des responsables de mission. Donc, vraiment sur chaque mission détaillée. Comme ça, alors déjà le jour J, le responsable de mission va pouvoir checker qui est là, qui est pas là, et donc pouvoir m'appeler en me disant « Aïe, quick, un tel est pas là ». Et donc, sinon, l'avant, c'est moi qui prépare tout. J'ai des données, je leur demande leurs besoins, je demande leurs horaires, et après, c'est moi qui dis « Bon, bah toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là ». Manon, un événement comme le triathlon de Toulouse, on parle Marathon. Oui, marathon, pardon. On parle souvent de contrôle d'accès. Est-ce que c'est des choses que tu fais, par exemple? Est-ce que tu as des zones? Est-ce que tu accrédites des gens, justement, sur ces événements-là? Oui et non. Pas forcément sur le marathon de Toulouse parce qu'il n'y a pas de besoin particulier, il n'y a pas de contrôle d'accès. Enfin, voilà, les seules zones un peu restreintes sont contrôlées par des agents de sécurité et ça suffit amplement. Par contre, on a notamment deux événements au Stade de France où là, par contre, on a une problématique d'accréditation qui est assez contrainte, que ce soit en termes de nos véhicules, les prestataires, les bénévoles, nous-mêmes. Les partenaires, tout ça. Et là, pour le coup, on l'utilise énormément, donc ça dépend de la typologie de l'événement. Okay. Mais oui, typiquement au Stade de France, on ne peut pas s'en passer, quoi. Mais tu dis sur le marathon, tu as des agents de sécu, mais comment ils font, comment ils checkent si Ben il peut rentrer? Il doit avoir une accréditation, du coup, j'imagine. Alors oui, du coup, on fait des accréditations bénévoles, mais typiquement sur certains événements, les bénévoles peuvent accéder partout. Avec un t-shirt. Exact, un t-shirt et l'accréditation autour du cou, et le bénévole il passera partout. Ok. Et tu fais des badges avec nominatifs. C'est quoi le? Alors ça dépend des événements. On essaye de pas faire des accréditations nominatives parce qu'à la distribution, on s'arrache un peu les cheveux. Ouais. Donc c'est en général juste une accréditation bénévole. Après il y a certaines zones, typiquement dans les salons VIP, où c'est du coup un badge spécifique ou un bracelet spécifique en plus de l'accréditation bénévole. Mais sur certains événements, on essaye de pas trop distinguer pour pas complexifier. Les zones sont tellement éloignées les unes des autres qu'un bénévole peut difficilement en fait faire sa mission là et aller ailleurs. Okay. Et on parle beaucoup de bénévoles. Et est-ce que dans vos événements, on parlait dans les événements, les retours d'expérience tout à l'heure sur la gestion de l'ensemble des populations. Sur ton marathon, tu vas avoir ton speaker, tu vas avoir tes journalistes, tu vas avoir ton protocole, tu vas avoir tes partenaires. Est-ce que tu les accrédites? Est-ce que tu les mets dans la plateforme ou c'est Pareil, oui et non. Il y a des événements où ça s'y prête pas du tout, où on n'est pas, enfin voilà, où typiquement on a un événement sur Paris qu'on organise sur le parvis de l'hôtel de ville où c'est 200 participants. Il n'y a pas forcément besoin d'accréditation. Bon, il y a aussi 200 journalistes, mais c'est un autre sujet. Et après, il y a des événements, oui, pour le coup, on demande à tout le monde de s'accréditer. Donc, partenaires, prestataires, exposants, VIP, speakers, élus, responsables techniques de la ville, etc., etc. Nous, nos freelances, les bénévoles. Ok. Donc, tu t'en sers aussi, du coup, pour gérer un peu toutes tes populations, comme on disait, qui vont être autour de ton événement, quoi. C'est ça. Toi, Laurie, tu fais ça ou tu restes que sur les bénévoles aujourd'hui? Moi, je passe pas par la solution. Okay. Désolée. Ah oui, tu fais tes badges à la manière? Oui, on fait nos badges directement. Donc, on est par couleur. Pour le coup, c'est des badges tout simples, nom, prénom. Maintenant, cette année, on a mis le choix parce qu'on ne fait pas du catering. Parce que souvent, on a des bénévoles qui viennent sans être inscrits sur la plateforme. Donc, c'est assez compliqué de passer directement par le QR code dans des événements comme le triathlon de Deauville. Souvent, moi aussi je veux bien être. Bouge pas, enfile un t-shirt, t'inquiète, je vais te trouver une mission. Donc non, en fait, on a le nom, prénom, on a le nombre de repas à la journée. Donc par exemple deux repas, et comme ça notre bénévole qui est directement pour distribuer souvent les sandwichs, notamment on fait ça pour les grands jours d'événements, on met une croix, et donc voilà. On a donc différentes couleurs.
pour distinguer les différentes zones, ça marche comme les festivals, mais pour le coup, c'est surtout, par exemple, je prends le cas sur le triathlon de Deauville, mais on ne peut pas laisser n'importe qui rentrer dans un parc à vélo où il y a des vélos à 10 000 €. Donc, bien évidemment, qu'on donne des contrôle, accès limités. Et là, à l'arrière, on met nos numéros d'urgence, notamment pour les signaleurs. Du coup, Manon, pour 2026, c'est quoi les axes Est-ce que vous avez déjà réfléchi ou vous êtes vous êtes toujours sur 2025, vous avez encore des événements Il nous en reste un. Il en reste un. Un dernier à sortir. Après, on enchaînera 2026. On commence en février l'année. Donc on a peu de répit. Du coup, déjà, le fait d'avoir basculé tous les signaleurs sur la solution, c'était déjà un gros boulot pour nous. Donc on a fait que les 3-4 derniers, donc Reims, Toulouse et Boulogne, et la semaine prochaine ici les Moulineaux, mais sinon tous les autres, tout le printemps on l'a fait en tableau Excel à la mano comme on fait d'habitude. Donc là ça va être de vraiment remettre à plat, réécrire du coup toutes les fiches de poste, même si du coup les parcours n'ont pas forcément changé. Le fait de basculer entre nous, nos outils et la solution, forcément ça va nous... Tu vas mettre les petites photos? Ouais. Ça dépend, il y aura des flèches ou pas? Elles y sont les flèches. Mais du coup, mais c'est sûr qu'on était, sur par exemple un événement comme Reims, on était sur une 50aine de fiches de mission. Forcément, là, avec l'ajout des fiches de poste signaleurs, on sera plutôt sur 350 fiches de poste. Donc, ça va être un gros boulot pour nous là cet hiver de tout remettre à plat et de tout retranscrire avec nos infos. Peut-être un peu d'IA là-dedans. Pourquoi pas. Et toi, Laurie, c'est quoi les grands axes de 2026 sur la gestion de tes bénévoles? Alors, je pense que la fidélisation, on est pas mal, mais on voudrait accentuer sur le catering, parce qu'on a 4 personnes, par exemple, qui sont dédiées vraiment au repas bénévole, et donc qui servent matin, midi et soir. Donc, c'est vraiment un gros sujet. Donc, on voudrait... passer par des partenariats, par exemple, d'hôtellerie ou de cuisine d'école. Donc ça, c'est un gros sujet à avoir. Et puis après, le recrutement. Donc faire des beaux recrutements et trouver des nouvelles personnes. Donc on rappelle nos bénévoles et on fait un peu les fouines en allant chercher sur d'autres événements. Il y a eu notamment le marathon de Deauville cette année. Et donc beaucoup de mes bénévoles y étaient. Et souvent, je vais les voir en disant « Allez, on recrute pour le triathlon de Deauville », et comme ça en même temps ils m'aident, et au fur et à mesure ils prennent mon contact, ils prennent le QR code du formulaire, et ils se passent le message. Donc le gros objectif, c'est le recrutement. Alors je crois qu'ils sont inscrits le marathon de Deauville ici. Je sais pas s'ils sont là, mais ah non, ok. Et du coup, une dernière question, puis après je vois les verres qui sont déjà dressés sur la table. Vous avez beaucoup de data dans la solution. Du coup, vous avez les bénévoles, les âges, leur nombre de participation. Vous l'exploitez un petit peu, cette data? Vas-y, commence. Alors, tout doucement. Ça va faire 2 ans qu'on a mis en place l'enquête de satisfaction sur les bénévoles. Donc ça nous permet d'avoir le retour de chacun. Et donc c'est vrai que je me suis notamment inspirée d'Alexandra, qui fait beaucoup de statistiques sur les hommes, sur les femmes, sur la catégorie des âges. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus intéressant aussi pour cibler nos cibles, notamment sur le recrutement, parce qu'au final, la fidélisation, au fur et à mesure, si l'événement se passe et qu'ils vivent une bonne expérience, ils reviennent tout seuls. Honnêtement, même s'il y a des cas particuliers, mais je pense que là, donc le reporting, le statistique, on s'en sert de plus en plus. Okay. Et nous, on s'en sert aussi en amont pour savoir les no-shows, les personnes qui ne sont pas là. Du coup, toi, Manon, Alors, nous, la data qu'on exploite principalement, c'est le no-show. Ouais. C'est savoir combien de personnes se sont inscrites, combien de personnes ont prévenu qu'ils n'allaient pas venir et combien de personnes n'ont pas prévenu et ne sont pas venues. Okay. Donc c'est la donnée principale qu'on exploite. Après forcément l'âge, tout ça c'est intéressant, surtout sur des missions assez contraintes. Par exemple, on sait que les
les consignes, c'est un poste qui n'est pas évident où on ne peut pas mettre des personnes âgées. Enfin, il faut des gens en forme physiquement. Enfin voilà, du coup, c'est des petites données qu'on exploite vraiment à la marge, mais on ne fait pas de gros tableaux stats. Tu as un peu des patterns sur le no-show, par exemple. Est-ce que c'est le même pourcentage sur tous tes événements? Alors non, il y a des territoires où il y a un pourcentage de no-show qui est plus important. Non. Non, mais les territoires typiquement où il y a beaucoup d'événements. Typiquement en Ile-de-France, on a beaucoup de no-show, mais parce qu'il y a des événements tous les week-ends, donc forcément, ils sont surmobilisés. On a un peu moins de no-show en province. Après, la météo joue énormément. Dès qu'il fait moche, on en perd beaucoup. Dès qu'il fait un peu moins moche, on en perd un peu moins. Et puis, il y a Et s'il fait trop beau, tu en perds aussi. Oui, c'est vrai que s'il fait trop chaud, on en perd. Et puis après, il y a toutes les petites problématiques qu'on croise dans les villes. Dès qu'il y a une grève de transport, dès qu'il y a une... ça joue aussi sur le moral des troupes. Il faudrait mettre en place, comme ce qu'on a fait pour les Wiz des Crew, le RSVP à un jour de l'événement. Est-ce que tu es toujours OK? Réponds oui, hop. Peut-être, ouais. Bon, tu l'auras toujours, mais tu l'anticipes, on va dire. Ça sera toujours bien. On va clôturer. Est-ce que vous avez des questions pour Laurie ou pour Manon? Pas de questions? Vous avez tous très soif? Ok. Merci les filles pour votre intervention.